Vous connaissez cet homme, Henry Fonda, l'Américain parfait, la voix de la justice dans 12 hommes en colère, la conscience de la nation. Mais que diriez-vous si je vous disais que derrière ses yeux bleus honnêtes se cache un vide émotionnel absolu et effrayant? Le jour où sa femme s'est tranché la gorge avec un rasoir dans une clinique psychiatrique, il n'a pas versé une larme. Il a menti à ses jeunes enfants, disant que leur mère était morte d'une crise cardiaque. Et le soir même, il est monté sur scène à Broadway pour jouer dans des comédies sous les rires du public. Aujourd'hui, nous allons révéler le secret le plus terrifiant de l'âge d'or d'Hollywood. Vous découvrirez comment un traumatisme sanglant de l'enfance a transformé cet acteur de génie en une statue glaciale qui sauvait le monde à l'écran, mais transformait la vie de ses propres enfants en enfer. Nous avons l'habitude de voir en Henry Fonda un monument national. Son visage à l'écran, c'est la garantie de la justice. Quand il prend la parole, nous savons, la vérité va éclater. Il était Tom Joad, promettant d'être partout où les gens souffrent. Il était le juré en costume blanc, arrêtant seul la machine de la justice. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette fameuse honnêteté n'était pas une position morale, mais une forme de refuge psychologique? Que sa voix calme était le résultat non pas de la sagesse, mais d'une peur panique de ses propres émotions. Henry Fonda était un homme capable de jouer l'amour de l'humanité avec conviction, mais incapable de dire «je t'aime» à son propre fils avant qu'il ne devienne un homme. Ce n'est pas une histoire de la splendeur d'Hollywood, c'est l'anatomie du froid. Nous descendrons dans le sous-sol de l'âme du grand muet et verrons comment un terrible traumatisme d'enfance à Omaha a créé un héros parfait pour l'écran et un homme insupportable dans la vie. Acte 1. Silence dans la maison du défunt. Le 14 avril 1950, le mythe de Henry Fonda a heurté la réalité, et la réalité a perdu. Ce jour-là, sa deuxième épouse, Frances Seymour, mère de Jane et Peter, s'est suicidée dans la clinique psychiatrique Craig House. La méthode était brutale et désespérée. Elle s'est tranché la gorge avec un rasoir caché dans un étui décoratif. Elle avait 42 ans. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un moment d'effondrement émotionnel total. Cris, hystérie, annulation des spectacles, plongeons dans l'oubli. La société aurait pardonné à son chouchou national n'importe quelle réaction de chagrin. Mais Henry Fonda n'était pas n'importe qui d'autre. Sa réaction à la tragédie est devenue la clé pour comprendre toute sa psychologie. Il n'a pas crié. Il est juste devenu plus silencieux. Quand la nouvelle est arrivée à la maison, Fonda a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a mis un masque. Il a rassemblé les enfants. Jane, 12 ans, et Peter, 10 ans, dans le salon. Une lourde et étrange quiétude a envahi la pièce, que Peter Fonda décrira plus tard comme un vide. Leur père les a regardés avec ses célèbres yeux bleu clair, où les spectateurs avaient l'habitude de voir un abîme de conscience, et il a menti. Maman a eu une crise cardiaque, a-t-il dit d'une voix égale et calme. Pas de détails, pas de larmes, pas d'étreinte. Il a érigé un mur de mensonges, pensant protéger les enfants. Mais en réalité, il se protégeait lui-même. La vérité sur le suicide aurait nécessité de discuter des sentiments, de la culpabilité, de la douleur et de tout ce bagage émotionnel sale que Fonda craignait. Une crise cardiaque, c'est propre, c'est un fait médical, c'est le destin. Le suicide, c'est le chaos. Et Henri détestait le chaos. Le pire est arrivé plus tard. Ce soir-là, ou selon d'autres témoignages, juste après les procédures funéraires minimales, Henry Fonda est allé au théâtre. Il jouait le rôle principal dans la pièce Mr. Roberts, une comédie dramatique sur un officier intègre. Imaginez cette scène surréaliste. Un homme dont la femme vient de se suicider monte sur la scène illuminée de Broadway. Il plaisante, il sourit, il récite ses répliques apprises avec une intonation parfaite. La salle rit, la salle applaudit. Les spectateurs voient le charmant lieutenant Roberts, défenseur de la justice. Aucun d'eux ne devine qu'ils ont devant eux un homme dont l'intérieur est un désert brûlé. Ce n'était pas simplement du professionnalisme ou le fameux «le spectacle doit continuer». C'était une forme de fuite. Sur scène, sous les projecteurs, Henry Fonda se sentait plus en sécurité que dans la vraie vie. Au théâtre, il avait un script. Il savait exactement ce que son interlocuteur dirait et ce qu'il devait répondre. Là, pas de questions inattendues de la part d'enfants en pleurs, pas de sang, juste de l'ordre. Jane Fonda a découvert la vérité sur la mort de sa mère seulement 1 an plus tard, en lisant un article dans un magazine de cinéma en classe.
Cette révélation lui a causé un traumatisme qui a pris des décennies à surmonter. Elle a compris que son père n'avait pas seulement caché le fait, il lui avait refusé le droit de pleurer. Son silence n'était pas de la sollicitude, mais de la distance. Cet épisode a donné le ton à toute la vie ultérieure du clan Fonda. Henry approuvait. Il pouvait être le père parfait à l'écran, sage et compréhensif. Mais à la maison, face à une véritable tragédie, il se transformait en statue de glace. Son autorité morale, tant aimée par l'Amérique, était construite sur la suppression totale de l'humain. Il a payé son image impeccable par l'incapacité de ressentir la douleur de ses proches. Mais comment cet homme froid et fermé a-t-il pu convaincre le monde entier qu'il incarnait la chaleur et la justice? La réponse réside dans son rôle le plus célèbre, où il a utilisé sa distance comme une arme. Acte 2. L'architecte de la justice. 7 ans après la tragédie avec sa femme, en 57, Henry Fonda s'impose comme la conscience principale de la nation. Le film 12 hommes en colère sort sur les écrans. Pour comprendre la magie de Fonda et voir la racine de sa tragédie personnelle, il ne faut pas se concentrer sur l'intrigue, mais sur sa présence à l'écran. C'est une pièce étouffante, confinée. Dehors, c'est l'été, il fait chaud, le ventilateur est en panne. 11 hommes transpirent, déboutonnent leur col, crient, s'essuient le front avec des mouchoirs. Ils incarnent le chaos, les émotions, les préjugés, la colère et la fatigue. Ce sont des gens ordinaires, et parmi eux, il y a Henry Fonda, juré numéro 8. Remarquez, il est le seul en costume blanc immaculé. Tandis que les chemises des autres se couvrent de sueur, Fonda semble avoir un climatiseur personnel autour de lui. Il est sec, tendu, d'une propreté chirurgicale. Dans ce film, Fonda réalise la plus grande tromperie d'acteur. Le spectateur perçoit son calme comme de la chaleur. On le regarde et on pense « Quel homme bon, sage, il veut sauver le garçon ». Mais si on coupe le son et observe ses expressions, on voit non pas de la bonté, mais un détachement chirurgical. Son adversaire, joué par Lee J. Cobb, crie, postillonne, se déchire l'âme. C'est la vie dans toute sa laideur. Fonda, lui, joue en contrepoint. Il parle doucement. Il n'élève jamais la voix, même dans les moments de tension. Il utilise la logique comme un scalpel. C'est là que réside le terrible paradoxe. Les mêmes qualités qui font du juré numéro 8 un héros national, la capacité à éteindre ses émotions, à s'appuyer uniquement sur les faits, à garder un calme glacial au cœur de l'hystérie, rendent l'homme insupportable dans la vie familiale. L'Amérique est tombée amoureuse de cette image. Les hommes voulaient être lui, les femmes voulaient être avec lui. Il est devenu l'archétype du père idéal, juste, non violent, réfléchi. L'ironie du sort, c'est que les enfants réels de Fonda, Jane et Peter, auraient tout donné pour que leur père se comporte au moins une fois comme Lee J. Cobb. Qu'il crie, casse une assiette, montre une quelconque passion, même négative. Parce que crier, c'est un contact. La colère, c'est une forme d'engagement. Mais le juré numéro 8, en rentrant chez lui, ne devenait pas un papa chaleureux. Il restait cet homme en costume blanc qui te regarde à travers une vitre, analyse tes actions, mais ne te donne pas de chaleur. Sa justice était froide. Il pouvait passer des heures à examiner des preuves pour sauver un adolescent portoricain qu'il n'avait jamais vu, mais ne trouvait pas 5 minutes pour demander à son propre fils pourquoi il pleurait. Dans 12 hommes en colère, Fonda ne jouait pas l'empathie, il jouait le principe. Il défendait non pas une personne, mais une idée de justice. C'est une grande position civique, mais une stratégie parentale désastreuse. Nous, spectateurs, étions aveuglés par la lumière de son costume blanc. Nous n'avons pas remarqué que derrière cette pureté morale se cachait une indisponibilité émotionnelle totale. Nous avons confondu l'absence de mal avec la présence de l'amour. Mais d'où vient cette armure glaciale? Henry Fonda n'est pas né ainsi. Ce costume blanc a été cousu à partir d'un traumatisme, bien avant Hollywood, dans la ville d'Omaha, dans l'État du Nebraska, quand un garçon a vu quelque chose qui l'a fait taire à jamais. Acte 3. Omaha. Naissance d'un traumatisme. Pour comprendre la nature du silence glacial de Henry Fonda, il faut revenir à ce jour où il a perdu sa voix. C'était le 28 septembre 1919, à Omaha, dans le Nebraska. Henry avait 14 ans. Un âge où le monde devrait être clair et les autorités inébranlables. Son père, William Brace Fonda, propriétaire d'une imprimerie,
était un homme sévère, peu loquace et respecté. Ce jour-là, une émeute raciale a éclaté en ville. Une foule, déshumanisée, a pris d'assaut le palais de justice, exigeant qu'on leur livre Will Brown, un ouvrier noir accusé d'avoir agressé une femme blanche. Au lieu de cacher son fils à la cave, son père l'a emmené dans son imprimerie dont les fenêtres donnaient sur la place. « Regarde !» a-t-il dit, et il n'a plus prononcé un mot. Henry a regardé. Il a vu la foule sortir Will Brown, vu son corps criblé de centaines de balles, vu son cadavre brûlé, traîné dans les rues de la ville. C'était le triomphe d'une folie animale absolue. Pour un garçon de 14 ans, c'était un vaccin contre les émotions pour la vie. Il a vu où mènent les cris, la colère et la passion de la foule. Les émotions sont un feu qui consume les gens. Les émotions sont la laideur. Si c'est ça la nature humaine, Henry ne voulait rien avoir à faire avec elle. C'est là, en regardant par la fenêtre de l'imprimerie, que Fonda a appris sa leçon principale. Avoir raison, c'est être silencieux. Son père n'a pas crié sur la foule, n'a pas essayé de l'arrêter, ce qui était impossible. Il a simplement observé avec une froideur détachée et condamnatrice. Cet épisode a façonné son credo d'acteur. Toute sa carrière, Fonda incarnera des héros qui s'opposent aux lyncheurs. Dans le film L'étrange incident, The Oxbow Incident, il jouera un homme tentant d'empêcher la pendaison d'innocents. Dans Vers sa destinée, Young Mr. Lincoln, il empêchera un lynchage par la seule force de la parole calme. Il a passé sa vie à rejouer ce jour à Omaha. À l'écran, il corrigeait l'histoire, arrêtant la foule que son père n'avait pu stopper. Mais le prix de cette victoire était terrible. Dans la vraie vie, il s'est enfermé à jamais dans cette imprimerie. La situation était aggravée par son éducation dans les traditions de la science chrétienne, Christian Science. Cette religion enseignait que la douleur, la maladie et le mal sont des illusions à surmonter par la force de l'esprit et l'ignorance. Si tu souffres, c'est que tu ne crois pas assez. Si tu souffres, c'est ta faute. Henry a absorbé cela avec le lait maternel. L'interdiction d'exprimer la douleur est devenue sa seconde nature. Quand il voyait les larmes de ses enfants ou de ses épouses, il ne ressentait pas de compassion, mais de l'irritation. Pour lui, c'était de la faiblesse, un défaut de caractère. « Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être au-dessus de ça ?» lisait-on dans ses yeux. Omaha lui a appris à craindre le chaos des sentiments. La religion lui a appris à nier la réalité de la douleur. Résultat, un homme capable de montrer la plus profonde compassion à l'écran, car pour lui, c'était un environnement sûr et contrôlé. Mais dans la vie, toute explosion émotionnelle le ramenait au corps en flammes de Will Brown, et il fermait instinctivement les volets de son âme. Ainsi est né son style unique. Tandis que d'autres acteurs cherchaient à s'exprimer, Fonda cherchait à se cacher. Et paradoxalement, c'est cela qui l'a rendu grand. Acte 4. La méthode du non-jeu. Dans les années 50, Hollywood a connu une révolution. Les rebelles ont envahi les écrans. Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift. Ils ont apporté avec eux le système Stanislavski, revisité par Lee Strasberg. C'était la méthode. Sueur, larmes, murmures, vêtements déchirés, hystérie, naturalisme. Les acteurs se mettaient à nu pour que le public voie leurs tripes. Henry Fonda regardait ça avec un dégoût perplexe. Il était l'antithèse de la méthode. Tandis que Brando hurlait « Stella !» jusqu'à s'en casser la voix, Fonda pouvait tuer d'un simple mouvement de sourcil. Son style était unique en ce qu'il n'ajoutait pas d'émotions à la scène. Au contraire, il les épurait. Il en faisait moins. Toujours un peu moins qu'attendu. Si le scénario demandait de la colère, Fonda offrait une irritation glaciale. Si le scénario exigeait des sanglots, il donnait un regard vitreux. Les critiques de cinéma appelaient ça du minimalisme et de la grande retenue. Mais en creusant, ce n'était pas tant une stratégie artistique qu'une protection psychologique. Henry Fonda ne jouait pas, il se cachait. La caméra aime le mystère. Quand un acteur pleure, on sait tout de son état. Quand il fixe le vide avec un visage impassible, le spectateur commence à projeter ses propres sentiments sur lui. C'est l'effet Kuleshov en action. Fonda offrait au public une toile vierge, et nous y peignions sagesse, douleur ou conscience. On pensait qu'il retenait une tempête d'émotions, mais il est fort possible qu'à l'intérieur, c'était le calme plat. Son visage était parfaitement conçu pour cette illusion. Des pommettes saillantes, un front haut et ses yeux incroyables, transparents. Il n'exprimait rien de précis,
mais promettait tout. Les réalisateurs ont vite compris. Ne forcez pas Henry à jouer. Il suffit de placer la lumière pour que ses yeux brillent, et il fera la scène sans même cligner des yeux. Cette approche de la profession a causé un conflit profond avec sa fille. Quand Jane Fonda a commencé à étudier à l'Actors Studio de Lee Strasberg, elle est venue avec enthousiasme vers son père pour discuter de la mémoire émotionnelle et de la motivation du personnage. Henry l'a regardée comme si elle était folle. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il tranché. J'apprends juste les mots et je me place sur la marque. Pas besoin de compliquer. Ferme-la et fais ton boulot. Pour Jane, c'était une insulte. Elle pensait que son père dévalorisait l'art. Mais pour Henry, fouiller en soi n'était pas seulement stupide, c'était dangereux. Souvenez-vous d'Omar. Souvenez-vous de la science chrétienne. Plonger en soi, chercher des blessures pour ensuite les exposer à l'écran. Pour Fonda, c'était l'équivalent d'un striptease émotionnel. Il détestait les répétitions. Il pensait que la première lecture était la plus honnête car instinctive. Dès que l'intellect, ou pire encore, les émotions intervenaient, la magie disparaissait. Il était un artisan qui construisait un rôle comme il construisait ses célèbres maquettes d'avions, avec soin, précision, pièce par pièce, sans colle superflu et sans trembler. Cette méthode du non-jeu a fait de lui une icône, mais elle l'a aussi transformé en invalide émotionnel. Il s'était tellement habitué à ne rien donner de trop qu'il avait cessé de donner quoi que ce soit. Dans la vie quotidienne, son minimalisme était effrayant. Ses enfants se souvenaient de moments passés avec lui dans une pièce sans qu'il ne prononce un mot, entièrement absorbé par son passe-temps ou sa lecture. Il était un génie de l'élimination. Il avait éliminé de son jeu tout ce qui était faux, mais en même temps, il avait éliminé de sa vie tout ce qui était vivant. Et le paradoxe était que cet aristocrate froid et fermé de l'esprit avait été choisi par l'Amérique pour jouer le rôle de l'homme le plus terre-à-terre, sale et souffrant de l'époque de la Grande Dépression. Acte 5. Le visage de la Grande Dépression. En 1940, l'Amérique découvre son reflet dans le miroir. Et ce miroir, c'est le visage de Henry Fonda. Le film de John Ford, Les raisins de la colère, adapté du roman de John Steinbeck, devait être l'hymne des démunis. Il lui fallait un héros incarnant la douleur d'une génération entière de fermiers ayant tout perdu. L'ironie du choix de l'acteur pour le rôle principal de Tom Joad était immense. Henry Fonda était l'opposé total de son personnage. Joad, c'est la saleté, la sueur, les callosités, l'analphabétisme, un passé carcéral et une lutte animale pour survivre. Fonda, c'est l'intellectuel raffiné, le maniaque, qui construit des modèles réduits d'avions dans le silence aseptisé de son bureau. Il détestait la saleté physique. C'était un homme capable de passer des heures à polir une minuscule pièce en bois pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est ce contraste qui a créé la magie. John Ford, tyran génial du fauteuil de réalisateur, a compris que donner le rôle de Joad à un vrai gars du peuple aurait donné un film misérabiliste. Trop de cris et de larmes. Mais l'Amérique avait besoin d'un saint stoïque, pas d'un fermier en pleurs. Fonda a joué Tom Joad non pas comme une victime, mais comme un spectre. Il se déplaçait à l'écran comme si son corps le gênait. Sa démarche célèbre, un peu voûtée, élastique, prudente, était celle d'un homme habitué à ce que le monde tente de le frapper. Le point culminant du film et de toute la carrière de Fonda fut le monologue final. La scène sous la tente, dans la pénombre, où Tom fait ses adieux à sa mère. Je serai partout, maman. Où que tu regardes, je serai là. Là où un flic frappe un gars, je serai là. Là où des affamés se battent pour de la nourriture, je serai là. Ces mots, écrits par Steinbeck, auraient sonné comme de la propagande politique ou du pathos théâtral dans la bouche de n'importe quel autre acteur. Mais Fonda les a prononcés à voix basse. Il ne jouait pas le révolutionnaire sur les barricades. Il parlait comme s'il récitait une prière pour lui-même. Dans son interprétation, la protestation sociale devenait une dissolution mystique de l'individu dans l'âme collective du peuple. Les spectateurs dans les cinémas pleuraient. Ils voyaient dans ses yeux la lumière de l'espoir. Ils croyaient que cet homme beau aux yeux bleus comprenait vraiment leur faim et leur humiliation. Mais la réalité était cruelle. Dès que la caméra s'éteignait, le héros du peuple disparaissait. Fonda ne se mêlait pas à la figuration, composée de véritables migrants de l'Oklahoma. Il retournait dans sa caravane, effaçait le maquillage de la saleté,
et revenait dans sa capsule de solitude. Il était un professionnel accomplissant son travail. Pour lui, Tom Joad était un problème technique qu'il avait résolu brillamment, pas une expérience spirituelle. Ce film a définitivement cimenté son statut de boussole morale. Les gens commençaient à confondre l'acteur avec le personnage. Ils attendaient de lui la sagesse de Tom Joad dans la vraie vie. Ils voulaient le voir comme un protecteur et un sauveur. Mais l'homme qui avait joué le rôle le plus humain de l'histoire du cinéma restait un banquier émotionnellement en faillite dans sa propre famille. Ses enfants avaient vu les raisins de la colère et ne pouvaient pas concilier ce fils chaleureux et aimant à l'écran avec le père froid à la table du dîner. Pourquoi peut-il dire de tels mots à l'actrice jouant sa mère, mais pas nous dire bonjour? Cette question hantait Jane et Peter pendant des années. Tom Joad promettait d'être partout. Henry Fonda n'était nulle part. Il était inaccessible. La Grande Dépression à l'écran s'est terminée par un Oscar, ou plutôt une nomination qu'il a perdue face à son ami James Stewart, mais qu'il a gagné historiquement dans le cœur des spectateurs. Mais la Grande Dépression dans la maison des Fonda ne faisait que commencer, et elle n'était pas liée à l'économie, mais à un manque d'amour. L'ironie atteignait son paroxysme dans sa relation avec son meilleur ami, dont la carrière et les opinions étaient le reflet de ses propres contradictions. Acte 6. Amitié dans le vide. Si le mariage était pour Henry Fonda un champ de bataille où il perdait inévitablement, l'amitié masculine était son seul refuge sûr. Mais même là, une règle s'imposait. La proximité n'était possible qu'en gardant un silence total sur l'essentiel. Sa relation avec James Stewart est sans doute le duo le plus étrange et révélateur de l'histoire d'Hollywood. Imaginez deux géants. Henry Fonda, athée, libéral, démocrate, introverti glacial. James Stewart, presbytérien fervent, conservateur convaincu, républicain, homme d'émotions ouvertes mais nerveuses. Ils étaient colocataires à New York, quand tous deux étaient des acteurs fauchés, mangeant du riz à l'eau et rêvant de Broadway. Ils ont traversé la vie main dans la main. Mais le fondement de cette amitié de 50 ans était un pacte de non-agression. En 1947, en pleine chasse aux sorcières et hystérie anticommuniste à Hollywood, leurs mondes se sont heurtés. Fonda défendait farouchement la liberté d'expression et méprisait les listes noires. Stewart, héros de guerre et patriote, voyait les communistes comme une menace réelle. Une dispute dans un bar s'est transformée en véritable bagarre à coups de poing. Deux visages légendaires de l'Amérique se cassaient le nez sur un parking. C'était un moment de vérité. Dans n'importe quel autre univers, leur amitié se serait arrêtée là. Mais ils ont fait autrement. En essuyant le sang, ils ont conclu un pacte tacite, ne plus jamais parler de politique. Et ils ont tenu parole. Les 30 années suivantes, ils passaient du temps ensemble, pratiquant ce que les psychologues appelleraient un jeu parallèle, typique des enfants de 2 ans. Ils ne parlaient pas de la vie, de la mort, des femmes, des peurs ou de l'avenir du pays. Ils construisaient des maquettes d'avions. C'était une métaphore parfaite pour Henry Fonda. S'asseoir en silence, respirer les vapeurs de colle, assembler soigneusement des pièces en plastique et savoir que son meilleur ami est là, sans demander « Henry, qu'est-ce que tu ressens ?» Stewart respectait son besoin de vide. Il pouvait passer des heures à faire voler des cerfs-volants. Millionnaire, icône de style, il se tenait dans un champ, regardant le ciel, tirant sur les ficelles. C'était sûr, c'était prévisible. Ça ne demandait aucun investissement émotionnel. Jane Fonda se souvenait plus tard les avoir observés. Ils pouvaient rester assis ensemble 3 heures sans dire un mot. Papa peignait une aile de maquette, Jimmy lisait le journal. Et ils étaient bien. Pour Henry, c'était la forme suprême de l'amour. La présence sans intrusion. Il aimait Stewart parce que Stewart acceptait son handicap émotionnel comme un fait. Jimmy était le seul avec qui Henry pouvait être lui-même, c'est-à-dire un maître silencieux et concentré, évitant les complexités des interactions humaines. Mais cette amitié avait aussi son revers. Quand les enfants Fonda ont commencé leur rébellion, quand Jane est devenue une militante politique, Henry s'est retrouvé isolé. Il ne pouvait pas en parler à son meilleur ami, car cela touchait à la politique. Il était de nouveau seul dans sa forteresse de silence. Même la guerre, qu'ils avaient tous deux traversée, n'était pas un sujet de conversation. Stewart était revenu héros de l'aviation de bombardement, grisonnant et nerveux. Fonda avait servi dans la marine. Mais cette expérience aussi, ils l'ont rangé dans des boîtes et poussé dans un coin reculé de leur conscience. La guerre les avait changés tous les deux.
Mais si elle avait rendu Stewart plus dur à l'extérieur, elle avait définitivement figé Fonda de l'intérieur. Acte 7. Une guerre sans héros. En 1942, Henry Fonda fait un choix qui défie toute logique de star hollywoodienne. Il a 37 ans, une femme, 2 jeunes enfants, un immense manoir et un contrat qui lui rapporte des centaines de milliers de dollars. Il vient de terminer le tournage de L'étrange incident. N'importe qui d'autre à sa place aurait utilisé son âge et son statut pour éviter l'enrôlement. Ou, au pire, aurait rejoint une unité spéciale où les acteurs tournent des films éducatifs et remontent le moral des troupes sans risquer leur vie. Mais Henry Fonda agit autrement. Il se présente au bureau de recrutement et dit « Je ne veux pas être un faux dans une fausse guerre sur un plateau de studio ». Il s'engage volontairement dans la marine, comme simple matelot. Cortier maître de 3e classe. Ce n'est pas du patriotisme de façade. C'est une tentative désespérée de fuir sa propre image. Fonda déteste l'idée de jouer les héros pendant que de vrais gars meurent dans la boue. Il doit se prouver que sa virilité n'est ni du maquillage, ni un bon angle de caméra. Sur le destroyer Satterlee, il n'y a pas de place pour la vanité des stars. Fonda récurait le pont, montait la garde, traçait des routes et dormait dans une cabine étroite, imprégnée de sueur, de mazout et de peur. Ses camarades se souviennent qu'il ne parle jamais de cinéma. Il a interdit qu'on l'appelle par son nom, seulement par son grade. Il veut disparaître, se fondre dans la masse grise de l'uniforme. La guerre lui donne ce qu'il ne trouve pas à Hollywood, une clarté absolue et un silence absolu face à la mort. Dans le Pacifique, il n'y a pas besoin de jouer les émotions, il faut obéir aux ordres. Et Fonda est l'exécutant parfait. Il reçoit l'étoile de bronze pour son service en zone de combat, mais ne s'en vante jamais. Cependant, le retour à la maison est une catastrophe. Quand il débarque en 1945, sa famille s'attend à voir un héros, mais c'est un étranger qui revient. La guerre ne l'a pas adouci. Au contraire, elle a définitivement scellé sa carapace émotionnelle. Jane et Peter voient un père encore plus distant qu'avant. Son silence n'est plus seulement un trait de caractère, il est imprégné du poids de ce qu'il a vu. Il regarde les fêtes hollywoodiennes, les scénarios, les problèmes de sa femme avec le mépris de celui qui connaît le prix de la vie et de la mort. Tout ça, c'est des conneries, lit-on dans ses yeux quand il observe l'agitation de la vie paisible. Peter Fonda se souvient qu'un jour, peu après son retour, son père découvre que son fils a pris un objet sans demander. La réaction est immédiate et militaire. Discipline, punition, la froide colère d'un officier face à l'insubordination. La guerre a appris à Henry à survivre et à tuer, mais elle lui a fait oublier comment aimer. Il est revenu du front convaincu que les émotions ne sont pas seulement une faiblesse, mais une vulnérabilité qui peut coûter la vie. C'est ce nouveau Fonda, endurci par le froid, qui est prêt pour des rôles nécessitant non pas de la chaleur, mais une colonne vertébrale d'acier. Il a ramené de la guerre un regard qui glaçait le sang. Et des années plus tard, un réalisateur italien verra dans ce regard ce que tous les autres ont manqué, le potentiel pour le mal absolu. Acte 8. Le diable aux yeux bleus. À la fin des années 60, Henry Fonda n'est plus seulement un acteur, c'est un monument. Le Lincoln américain, un visage qui garantit « ici réside l'intégrité ». Le public est habitué, si Fonda prend une arme, c'est uniquement pour défendre les faibles. Et voilà qu'arrive l'Italien Sergio Leone. Leone cherche un méchant pour son western spaghetti « Il était une fois dans l'Ouest ». Pas juste un bandit, mais le mal absolu, concentré. Un monstre sans conscience. Et pour ce rôle, il appelle Henry Fonda. Hollywood se moque. Fonda, un tueur d'enfants? C'est comme demander au Père Noël de jouer Hannibal Lecter. Même Henry doute. Pour se préparer au rôle de Frank, il arrive sur le plateau avec des lentilles de contact marron et une fausse moustache. Il veut cacher ses yeux bleus bienveillants pour paraître sinistre. Léon lui arrache la moustache et lui fait retirer les lentilles. « Non, Henry, dit le réalisateur, j'ai besoin de tes yeux. Précisément eux. » Léon est un génie, car il voit ce que les réalisateurs américains ont manqué pendant des décennies. Le froid dans les yeux de Fonda, ce n'est pas la sérénité d'un sage, c'est le vide d'un prédateur. La première apparition de Frank dans le film est l'une des scènes les plus choquantes de l'histoire du cinéma. Les bandits tuent un fermier et ses enfants. Il ne reste qu'un petit garçon. Les tueurs sortent des buissons. La caméra monte lentement, douloureusement, des bottes du chef, glisse sur le manteau noir et montre enfin le visage. Le spectateur au cinéma ressent un choc physique.
C'est Henry Fonda, notre Tom Joad, notre juré numéro 8. Il va sauver le garçon. Fonda regarde l'enfant avec ses yeux clairs, glacial. Comment tu t'appelles demande un des bandits. Frank, répond Fonda avec un doux demi-sourire, et il tire une balle dans la tête de l'enfant. À cet instant, le mythe s'effondre, mais une terrible vérité naît. Frank devient le meilleur rôle de la fin de carrière de Fonda précisément parce que l'acteur n'a rien à jouer. Il doit juste activer son anesthésie émotionnelle habituelle à pleine puissance. Il s'avère que la distance entre le grand stoïque et le sociopathe insensible est microscopique. Frank ne ressent pas de haine en tuant. Il ne ressent pas de plaisir. Il ne ressent rien du tout. Il le fait comme un travail, aussi calmement et soigneusement que Fonda collait ses maquettes d'avion. C'était le triomphe de la non-interprétation. Le méchant est si effrayant précisément parce qu'il est absolument normal. Pas de rire hystérique, pas d'yeux exorbités. Juste une machine à tuer glaciale et efficace, avec le visage du grand-père préféré des Américains. Les critiques sont ravis, mais pour Henry, c'est une expérience dangereuse. Il a libéré son ombre. Il a montré au monde que sa célèbre retenue pouvait être non seulement une vertu, mais aussi une arme de destruction massive. Alors que sur l'écran, il tuait des enfants avec un effrayant détachement, dans la vraie vie, ses propres enfants lui déclaraient la guerre. L'époque des enfants des fleurs talonnait le vieux conservateur, et dans sa propre maison, une rébellion se préparait, qu'il ne pouvait réprimer d'un coup de revolver. Acte 9. Mutinerie à bord. À la fin des années 60, l'Amérique se déchire en deux, et la ligne de fracture passe en plein milieu du salon de Henry Fonda. Pour le reste du monde, le conflit des générations est un terme sociologique. Pour Henry, c'est une guerre civile quotidienne, douloureuse, dans sa propre maison. Imaginez la scène. Un homme, incarnation vivante de la dignité, de la loi et du patriotisme pour tout un pays, allume la télé et voit ses enfants brûler les fondements mêmes de ce patriotisme. Sa fille, Jane Fonda, devient Hanoi Jane. Elle ne se contente pas de protester contre la guerre du Vietnam, elle part carrément chez l'ennemi. Pour Henry, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, officier de marine, un homme qui s'est engagé volontairement quand son pays était en danger, l'acte de sa fille est plus qu'une déclaration politique. C'est une trahison personnelle. Un crachat sur sa médaille de bronze et le pont du destroyer Satterlee. La photo de Jane, assise sur un canon anti-aérien de l'armée nord-vietnamienne, fait le tour du monde. Henry ne crie pas, il ne donne pas d'interview furieuse, il se replie encore plus dans sa coquille. Il ressent une douleur physique de honte. Son nom, synonyme d'honneur américain pendant un demi-siècle, est désormais associé à la trahison d'État. Mais si Jane attaque les idéaux politiques de son père, son fils Peter s'en prend à son esthétique et à son mode de vie. En 69, sort le film Easy Rider. Peter Fonda, cheveux longs, veste en cuir avec le drapeau américain dans le dos, traverse le pays à moto, se drogue et rejette le système. Son personnage s'appelle Captain America. C'est une ironie cruelle. Le vrai Captain America, droit, fort, protégeant les faibles, a toujours été Henry. Peter vole ce titre, le déforme, en fait un symbole de la contre-culture et de l'extase narcotique. Henry regarde Easy Rider. Il sort du cinéma complètement perplexe. « Je n'ai rien compris », dit-il sèchement. « De quoi parle ce film? Pourquoi ne se coupe-t-il pas les cheveux ?» Le fossé est total. Des enfants crient, se révoltent, finissent en prison, expérimentent substances et communautés, désespérément en quête de l'attention de leur père. Leur logique est enfantine et tragique. Si nous ne pouvons obtenir ton amour en étant bons, nous te forcerons à nous remarquer en étant mauvais. Mais la réaction de Henry est à l'opposé de ce qu'ils espèrent. Au lieu de s'impliquer, il se retire. Pour lui, le bruit, la saleté, le désordre public sont des signes de faiblesse et de manque de discipline. Il voit ses enfants non comme des révolutionnaires, mais comme des adolescents mal élevés, déshonorant la famille. Quand Jane est arrêtée à l'aéroport de Cleveland et que la célèbre photo de son dossier de police, point levé en signe de protestation, est prise, Henry refuse de commenter. Il cesse simplement de mentionner son nom dans ses conversations avec ses amis. C'est une impasse. Les enfants deviennent des superstars de la nouvelle époque, éclipsant leur père en popularité. Jane décroche 2 Oscars. Peter devient une icône générationnelle.
Mais ils n'obtiennent jamais ce qu'ils cherchent vraiment. L'approbation de l'homme aux yeux bleus qui s'assoit dans son jardin à Bel Air et peint des natures mortes. Henry Fonda est piégé. Le monde qu'il a construit, un monde de règles morales claires, de chemises impeccables et de courage tranquille, s'effondre. Et les destructeurs sont ceux à qui il a donné la vie. Il se sent comme un dinosaure enfermé dans un musée, tandis qu'à l'extérieur fait rage un carnaval qu'il méprise. Et tandis qu'il combat ses enfants, sa vie personnelle continue de s'effondrer. Il cherche du réconfort auprès des femmes, espérant trouver celle qui comprendrait son silence, mais ne trouve que de nouvelles raisons de solitude. Acte 10. Les femmes qu'il n'a jamais connues. Henry Fonda s'est marié 5 fois. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur l'image d'un fermier américain modeste ou d'un officier loyal, ce chiffre ressemble à la biographie d'un playboy hollywoodien. Mais la réalité était loin de l'hédonisme. Fonda ne collectionnait pas les femmes. Il cherchait désespérément celle avec qui il pourrait se taire sans culpabilité. Son histoire matrimoniale est la chronique d'une même erreur, répétée 5 fois, avec des décors différents. Il choisissait des femmes vives, passionnées, espérant que leur feu réchaufferait sa maison glaciale. Mais dès que ce feu exigeait du carburant sous forme de sentiments réciproques, Henry activait le système d'extinction. Tout a commencé avec Margaret Sullivan à 31 ans. Elle était son premier amour, sa muse et sa malédiction. Tempéramentale, explosive, imprévisible, tout le contraire de Henry. Leur mariage n'a duré que 2 mois, mais a laissé une cicatrice à vie. Sullivan est partie, disant que Fonda était sourd émotionnellement. Elle criait, cassait de la vaisselle, exigeait une réaction, et lui la regardait simplement avec son regard long et caractéristique. Il l'aimait à la folie, mais ne connaissait pas la langue pour le dire. Après le suicide de sa deuxième femme, Frances Seymour, Henry a tenté de recommencer avec Suzanne Blanchard. Elle avait 21 ans, lui 45. Elle était la belle-fille du grand Oscar Hammerstein, une fille de la haute société, pleine de vie et d'espoir. Elle est entrée dans cette maison sombre, où les enfants pleuraient encore la mort de leur mère, et a essayé d'y apporter du soleil. Suzanne faisait tout. Elle organisait des fêtes, essayait de rapprocher Jane et Peter de leur père, organisait des dîners, mais elle a heurté le même mur. Henry était le parfait gentleman. Il ouvrait les portes, tendait les manteaux, payait les factures. Mais il n'était pas là. Un jour, Suzanne, désespérée, lui a demandé « Henry, à quoi penses-tu » Il a levé les yeux de son modèle d'avion et a répondu « Que la quille doit être recollée ». Elle l'a quitté après 5 ans, disant à ses amis que vivre avec Henry Fonda, c'était comme vivre avec une statue dans un musée. Beau, prestigieux, mais très froid. Le 4e mariage avec la baronne italienne Avdera Franchetti a été un court malentendu, une tentative de fuite vers l'exotisme, une erreur de casting. Une aristocrate italienne bruyante et un fermier du Nebraska, coincés dans le corps d'une star de cinéma, parlaient des langues différentes à tous les sens. Et seule la 5e tentative, à 65 ans, a été couronnée de succès. Shirley May Adams, jeune hôtesse de l'air et mannequin, a été celle qui a déchiffré le code Enigma, nommé Henry. Le secret de Shirley était simple. Elle ne demandait rien. Elle a accepté les règles du jeu. Elle a compris que son silence n'était pas une punition, mais la seule forme d'existence où il se sentait en sécurité. Elle est devenue son ombre, son assistante, son havre de paix. Elle a appris à être là quand il passait des heures dans le jardin, à s'occuper de ses roses préférées, un autre passe-temps nécessitant minutie et solitude. Shirley l'aimait tel qu'il était, fermé, complexe, blessé. Et c'est avec elle qu'il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'était pas une passion à la « autant en emporte le vent », mais plutôt un pacte de non-agression. Henry a enfin trouvé une femme qui ne cherchait pas à forcer son coffre-fort, mais se contentait d'en épousseter la surface. Mais le prix de cette paix était élevé. Toutes ces femmes, celles qui sont parties et celles qui est restée, connaissaient un seul Henry Fonda, celui qui porte des masques. Le véritable homme, caché profondément à l'intérieur, personne ne l'a vraiment connu. Même lui, semble-t-il, avait peur de le rencontrer. Et seule la scène, cet endroit maudit et béni, restait le seul territoire où il pouvait être sincère. Son perfectionnisme au travail est devenu légendaire, mais ce même perfectionnisme a transformé sa vie en une série de mises en scène répétées. Acte 11.
prisonnier du perfectionnisme. Henry Fonda n'est pas juste un bourreau de travail. Il est obsédé par le contrôle, et le théâtre est le seul endroit sur Terre où ce contrôle est absolu. Réfléchissez à ce chiffre. Il a joué le rôle du lieutenant dans la pièce Mr. Roberts 1677 fois. Presque 5 ans de sa vie à monter sur scène, à dire les mêmes mots, à faire les mêmes gestes, à porter la même casquette. La plupart des acteurs auraient perdu la tête après 100 représentations. Brando aurait fui au bout d'une semaine. Mais Fonda, lui, savourait cela. Pourquoi? Parce qu'à 20 heures précises chaque soir, le monde devenait compréhensible. Pas de surprise dans le script. Personne ne mourait vraiment. Personne ne posait de questions gênantes. Personne n'exigeait un amour qu'il ne pouvait donner. Là, sous les feux de la rampe, il était parfait, juste et aimé. Son perfectionnisme était terrifiant. Ses collègues racontaient qu'il pouvait faire un scandale si un accessoire était déplacé de 2 centimètres à gauche de la marque. Il était un ingénieur des âmes humaines, travaillant avec la précision d'une horloge suisse. Il savait combien de secondes devait durer une pause pour que le public éclate de rire, et si le rire arrivait une fraction de seconde trop tard, il considérait la soirée comme un échec. Dans la vie réelle, ce perfectionnisme devenait une tyrannie. Il exigeait de sa famille la même perfection qu'il demandait aux éclairagistes. Le dîner devait être à l'heure. La pelouse devait être impeccable. Les enfants devaient être bien tenus. La vie, malheureusement, ne se laisse pas mettre en scène. Et chaque fois que la réalité déraillait, maladie, mauvaise note, tache sur une nappe, Henri le prenait comme une insulte personnelle. Avec les années, la peur de perdre le contrôle s'est intensifiée. Il vieillissait. Son corps, son principal outil, commençait à le trahir. Ce cœur qu'il avait si soigneusement protégé des émotions inutiles commençait à perdre le rythme. À 70 ans, on lui a implanté un pacemaker. Mais même avec une batterie dans la poitrine, il continuait à monter sur scène dans le monologue complexe Clarence Darrow. 2 heures de texte, seul sur scène. Un soir, il a senti qu'il perdait connaissance. Son cœur s'arrêtait. Il s'est effondré en coulisses. On l'a réanimé. Et la première chose qu'il a demandé en reprenant ses esprits a été « Ai-je terminé ma réplique ?» C'était de l'héroïsme frôlant la folie. Il était prêt à mourir sur scène plutôt que de montrer une faiblesse. Il avait une peur panique de devenir un vieillard décrépit, dépendant des autres. Son cauchemar n'était pas la mort, mais l'impuissance. Cette peur l'a rendu encore plus fermé. Il a construit autour de lui une forteresse de planning, de médicaments et de rituels. Il a cessé de donner des interviews, de sortir en public. Il est devenu un ermite, gardant les ruines de sa grandeur. Il semblait que l'histoire finirait ainsi. Le grand acteur mourrait seul, entouré de ses récompenses et de ses maquettes d'avions, sans jamais avoir dit l'essentiel à ses enfants. Mais le destin, sous les traits de sa fille Jane, lui réservait un acte final qui n'était dans aucun de ses scénarios. Elle a décidé de briser le mur qu'il avait construit toute sa vie, en utilisant la seule arme contre laquelle il n'avait aucune défense, la caméra. Acte 12. Sur le lac Doré. En 1980, Henry Fonda est à l'agonie. Son cœur, usé par des années de tension cachée, fonctionne à son maximum. Il est faible, souvent désorienté, et la mort frappe à la porte de sa maison à Bel-Air. C'est à ce moment-là que Jane Fonda fait son geste le plus audacieux. Elle achète les droits de la pièce d'Ernest Thompson, Sur le lac Doré. Ce n'est pas un projet commercial, c'est la dernière tentative désespérée d'une fille pour atteindre son père tant qu'il est encore là. Le scénario est terriblement autobiographique. Le vieux professeur Norman Thayer, acariâtre, sarcastique, effrayé par la mort et sa propre faiblesse, passe l'été au bord d'un lac. Sa fille Chelsea, avec qui il a toujours eu des relations tendues, vient le voir. Chelsea veut une seule chose, que son père la voie enfin et l'accepte. Jane engage son père pour le rôle principal. Elle engage Katharine Hepburn, la seule star d'Hollywood de sa trempe, pour jouer sa femme. Étonnamment, ces deux légendes n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant. Le premier jour, Hepburn offre à Henry le chapeau de Spencer Tracy et dit « Enfin, Henry, il est temps ». Le tournage devient une chronique de l'agonie. Henry Fonda ne joue pas un vieil homme décrépit, il l'est. Chaque pas lui coûte. Les maquilleurs n'ont pas besoin de dessiner des taches de vieillesse ou des cernes sous ses yeux. Mais la magie opère dans une scène clé. La scène pour laquelle Jane a monté toute cette production. Dans l'histoire, Chelsea se décide enfin à parler franchement à son père.
Elle se tient devant lui, vulnérable, ouverte, et parle de son amour et de sa douleur. Le scénario prévoit que Chelsea touche la main de son père. Lors des répétitions, Henry, comme toujours, ne joue pas. Il marmonne simplement le texte. Jane craint qu'il ne reste une muraille de glace devant la caméra. La caméra tourne. Jane pose sa main sur l'épaule de son père. Et l'incroyable se produit. Henry Fonda, ce maître du contrôle de soi, vacille. Il la regarde, non pas comme une actrice, mais comme sa fille. Des larmes apparaissent dans ses yeux. Réelles, pas de la glycérine. Pour la première fois de sa vie, il se permet d'être vulnérable devant son enfant. Dans cette prise, le mur qu'il a construit pendant 60 ans s'effondre. Il accepte ce contact. Il dit, bien que dans la peau de Norman Thayer, silencieusement, « Je te vois, je t'aime ». Quand le réalisateur crie « Coupez !», l'équipe pleure. Ils savent qu'ils ont assisté à un exorcisme, pas à un jeu d'acteur. Jane Fonda dira plus tard que ce moment valait tout l'argent et les efforts du monde. Elle a acheté ce film pour que son père lui dise « Je t'aime ». Et il l'a fait, dans le seul langage qu'il maîtrisait parfaitement, celui du cinéma. Le film sort et c'est un triomphe. Henry Fonda reçoit son seul Oscar pour le meilleur acteur. Il avait déjà un Oscar d'honneur. Mais il est trop malade pour assister à la cérémonie. Jane accepte la statuette. Elle la lève au-dessus de sa tête, rayonnante de bonheur, et c'est la fin de leur longue guerre. Henry regarde la retransmission chez lui, assis dans son fauteuil, enveloppé dans une couverture. Il sourit. Il a accompli son dernier travail. Il a fermé la boucle. Il a laissé au monde un chef-d'œuvre et à sa fille une preuve d'amour, scellée à jamais sur pellicule. Mais les crédits défilent et l'écran s'éteint. Il ne reste que la réalité, une pièce silencieuse et le battement d'un cœur qui s'éteint. Acte 13. Le départ de la légende. Le 12 août 1982, Henry Fonda a fait son dernier départ, le plus silencieux. Il est mort chez lui à Los Angeles, dans son lit, entouré de sa famille. Il avait 77 ans. La mort, qu'il redoutait non pas pour la douleur mais pour la perte de dignité, s'est montrée clémente. Elle est venue tôt le matin, sans drame superflu, comme pour respecter son style. Son cœur s'est simplement arrêté, comme un mécanisme ayant fonctionné jusqu'à la dernière seconde avant de s'éteindre. Ce jour-là, l'Amérique s'est sentie orpheline. Le président Ronald Reagan, lui-même ancien acteur, a déclaré « Nous avons perdu un véritable Américain ». Les journaux ont titré sur le départ de « L'homme tranquille », la conscience de la nation, le visage de l'honnêteté. Le monde pleurait Tom Joad, qui promettait d'être partout. Le monde pleurait le président du film Fail Safe, qui s'était sacrifié pour éviter une guerre nucléaire. Le monde pleurait Mr. Roberts. Mais dans la maison de Bel-Air, une autre tristesse régnait. Jane et Peter se tenaient près du lit de leur père, comprenant qu'ils disaient adieu non pas à un symbole national, mais à un homme mystère qu'ils n'avaient jamais vraiment percé à jour. Dans ces dernières heures, alors que la conscience s'éteignait, Henry n'a prononcé aucune grande parole d'adieu. Pas de scène cinématographique d'adieu, juste le silence. Le même silence qu'il gardait depuis 1919 en regardant par la fenêtre de l'imprimerie à Omaha. Il a emporté avec lui le secret de son calme glacial. Peter Fonda dira plus tard, « Le vieux est parti, et il a emporté avec lui toutes les réponses. » Le paradoxe de sa vie s'est refermé au moment de sa mort. Des millions de personnes étaient convaincues de le connaître, car il était dans leur salon chaque soir, à travers l'écran de télévision. Il ressentait un lien profond et personnel avec lui. Mais les trois personnes, sa femme Shirley et ses deux enfants, qui étaient assis à côté de lui, tenant sa main déjà froide, ressentaient une distance, même à cet instant. Il a laissé derrière lui 106 films. Il a laissé derrière lui une dynastie d'acteurs qui ont poursuivi son œuvre. Même sa petite-fille Bridget Fonda est devenue une star. Mais l'héritage principal d'Henry Fonda est une leçon tragique sur le prix de l'idéal. Il a prouvé qu'on peut être le plus grand humaniste à l'écran et un banquerouteur émotionnel dans la vie. Qu'on peut sauver le monde au cinéma, mais échouer à sauver ses propres relations. Qu'être un repère moral est un travail difficile et solitaire, exigeant un renoncement total aux sentiments humains vivants et imparfaits. Henry Fonda n'est pas mort, il s'est simplement transformé définitivement en une statue de bronze, ce qu'il était en réalité pendant la majeure partie de sa vie. Acte 14. L'homme qui n'était pas là. Henry Fonda est parti comme il a vécu.
laissant derrière lui une façade impeccable et un vide intérieur. Son histoire n'est pas celle d'une star hollywoodienne, mais une tragédie antique d'un homme qui a sacrifié son âme pour devenir le visage de la nation. On pense souvent que les acteurs portent des masques pour devenir quelqu'un d'autre. La tragédie de Fonda, c'est qu'il portait un masque pour ne pas être lui-même. Il a créé le grand Américain, juste, silencieux, fiable, et s'est caché dans cette image comme dans un bunker. Il nous a donné, à nous, spectateurs, le meilleur de lui-même, son honneur, sa droiture, sa foi en la loi. À sa famille, il n'a laissé qu'une coquille, épuisée par la lutte pour la perfection. Il était l'architecte de sa propre prison. Ces mêmes murs qui le protégeaient du chaos des émotions l'ont séparé de l'amour. Il a sauvé Tom Joad, sauvé l'accusé dans 12 hommes en colère, sauvé l'équipage de M. Roberts, mais il n'a pas pu sauver sa femme Frances de la lame. Il n'a pas pu sauver ses enfants de décennies de ressentiment. Henry Fonda a prouvé une terrible théorie. Être un modèle moral pour des millions est plus facile qu'être simplement un père chaleureux pour deux. Au final, ces célèbres yeux bleus n'étaient pas des fenêtres sur l'âme, mais des miroirs. Chacun y voyait ce qu'il voulait, l'espoir, la justice, la force. Et seuls les plus proches y voyaient le panneau « Personne n'est à la maison ». Henry Fonda a choisi le silence. Il a survécu en gelant tout ce qui était superflu. Mais il y avait une femme qui a pris la stratégie opposée. Elle n'a pas gardé le silence. Elle est devenue plus bruyante. Katharine Hepburn. La femme la plus indépendante d'Hollywood. Celle qui portait des pantalons, parlait sans filtre et refusait de se plier au système. L'Amérique la qualifiait de forte, les hommes de compliquée, les studios de gênante. Si Fonda a érigé un mur de silence, Hepburn a bâti une forteresse d'indépendance. Pour découvrir la femme qui a fait du froid une vertu, rendez-vous dans le prochain film.